Les années SIDA, Frédéric et Valentine. Un deuxième bébé, janvier 1990. Rouen s'était mise à la fête pour son premier rassemblement de voiliers, les Voiles de la Liberté, pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française du 9 au 16 juillet 1989. Frédéric et Valentine avaient profité de l'occasion pour se balader en amoureux le soir sur les quais, avec ou sans Mélanie. La jeune femme avait un faible pour l'Amerigo Vespucci, le Cuauhtémoc et le Libertad, pendant que Frédéric avait plus craqué pour le Sagres II et l'Eagle. La fête avait failli occulter un événement qui, cependant, était important pour tous deux dans le domaine du sida. Le 11 juillet 1989, un protocole d'indemnisation avait été signé entre les responsables de la transfusion sanguine, les assureurs et l'État. Les compagnies d'assurance prenaient en charge les séropositifs, mettant comme condition l'abandon de toute poursuite judiciaire en cas d'acceptation, tandis que l'État assurait l'indemnisation des hémophiles dont le sida était déclaré. La distribution du fonds public était assurée par l'Agence française de lutte contre le sida, avec un montant de 100 000 francs par victime, 170 000 francs pour le parent survivant et 40 000 francs par enfant à charge en cas de décès. Le conseiller de Claude Évin, Jean-Paul Jean, avait en revanche refusé de mettre en place une clause de renonciation pour les fonds issus de l'État, comme l'avaient fait les compagnies d'assurance. En septembre, des militants d'AIDS avaient créé l'association Le Patchwork. Leur objectif, à travers l'élaboration de patchwork en souvenir des personnes décédées du sida, était de sensibiliser le public, de participer à de nombreux événements tels des déploiements, des marches, etc., en parallèle d'un travail interassociatif autour de la prise en charge des personnes séropositives et de la mise à disposition d'informations et d'outils de prévention. Il s'était inspiré du projet Patchwork des noms pour les victimes du sida, souvent abrégé en Patchwork des noms, émanant de militants de la lutte contre le sida de San Francisco en 1987. Il s'agissait d'une courte pointe conçue comme un mémorial pour célébrer la vie des personnes décédées des suites du sida qui, à cette époque aux États-Unis, ne bénéficiaient pas de funérailles. En effet, la stigmatisation sociale de la maladie était largement ressentie par les membres survivants de la famille. En outre, de nombreux salons funéraires et cimetières refusaient catégoriquement de s'occuper des restes du défunt. Depuis 1987, le nombre de panneaux composant cette courte pointe avait continué de grandir. Cependant, pour les Acherais, cette fin d'année fut plutôt marquée par la décision d'agrandir leur famille. Après le piège fomenté par Anna, le couple s'était retrouvé plus solide que jamais. Ils avaient décidé de s'offrir une seconde lune de miel en Italie et avaient choisi cette fois le sud. Ils avaient laissé Mélanie aux parents de Frédéric et avaient rejoint la Campanie pour 2 semaines, visitant Naples, Sorrente, la côte amalfitaine, avant de poser leurs valises sur l'île d'Ischia, après avoir aussi visité Capri et Procida. Ce fut sur cette île qu'ils décidèrent de faire un second bébé. Valentine avait cessé toute contraception à leur retour fin juillet, et depuis, chaque mois, elle espérait avoir du retard. Mais 2 événements avaient vraiment marqué la fin de 1989. Le premier fut la chute du mur de Berlin que fêtèrent dignement Valentine et Rudy, entraînant dans leur sillage Frédéric et Olivier. Le petit groupe réuni chez le couple avait entonné les tubes du moment avec Valentine et sa guitare, comme I Drove All Night, She Drives Me Crazy, If You Don't Know Be Mine Now, Simply the Best, One Moment in Time, dansant aussi sur la lambada. Le second fut une grippe carabinée qui cloua la jeune femme au lit pendant quelques jours, juste avant Noël, et bien entendu, Frédéric l'attrapa aussi. Celle de la jeune femme fut éprouvante, car elle avait souffert de céphalées importantes, avec une photophobie et des douleurs musculaires, surtout au niveau de la nuque, qui leur fit penser à un moment donné à une méningite. Mais les signes disparurent en quelques jours. Les amoureux s'étaient retrouvés alités,
tous les deux au même moment, et si les symptômes grippaux les incitaient plutôt à dormir, dès qu'ils s'estompèrent, le désir qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, dès qu'ils étaient ensemble, regrimpa en flèche. Valentine avait repris le travail rapidement, tout comme Frédéric, et avait assuré son week-end de travail au jour de l'an. Le couple avait fêté le passage à la nouvelle année avec Victoire et Nicolas, ainsi que leurs amis Olivier et Rudy. Olivier s'était installé dans une relation durable avec Sonia. Quant à Rudy, il avait rejoint le groupe seul, mais il avait rencontré quelqu'un qui semblait compter pour lui. Il en avait un peu parlé à son ami d'enfance. Ce quelqu'un s'appelait Philippe, avait 5 ans de plus que lui et était un décorateur de théâtre qu'il avait rencontré grâce à un ami commun, danseur et chorégraphe, celui-là même qui s'était occupé de la musique lors du mariage du couple. Valentine était ravie pour son meilleur ami, avec lequel elle continuait à danser lorsqu'il n'était pas en tournée. Ce ne fut qu'après les fêtes de fin d'année que Valentine réalisa qu'elle n'avait pas eu ses règles. Les dernières dataient du 21 novembre. Si elle était enceinte, elle l'était de près d'1 mois. Cette fois, elle décida de réaliser le test un jour où Frédéric serait présent et elle en repos, c'est-à-dire le dimanche 14 janvier. Comme la dernière fois, elle réfléchit à la manière de lui annoncer. Finalement, elle décida de disséminer 2 ou 3 indices dans l'appartement. Il ne les verrait peut-être pas tous, mais ce serait peut-être le cas pour 1 voire 2. Elle connaissait son rituel du matin, dès qu'il posait un pied par terre. Ce dimanche matin, elle se leva très tôt, sans bruit, pour réaliser le test. Elle le mit dans un tiroir, ne contenant que des affaires lui appartenant, et se recoucha pour dormir encore un peu. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit tout d'abord Frédéric, allongé sur le côté, la tête sur son bras replié, qui la contemplait. « Coucou, mon amour. Il y a longtemps que tu es réveillée ?»« Un bon quart d'heure, et je t'admire depuis, répondit-il en effleurant son visage. Puis sa main continua vers son épaule, l'extérieur de son bras, avant de remonter vers l'intérieur du bras, déclenchant chez elle des milliers de frissons. La main poursuivit son ascension ainsi jusqu'à un sein dont le mamelon s'érigea, avant de redescendre le long de la taille. C'est alors qu'il la fit basculer sur lui. Dès ce moment, leur passion se déchaîna, pendant que Mélanie dormait encore. Lorsque la fillette se réveilla, elle vint faire un câlin à ses parents. Puis Valentine l'installa devant son petit déjeuner. Elle passa par la salle de bain vérifier rapidement le résultat du test. « J'espère qu'il est positif, sinon je vais devoir faire disparaître le premier indice. » Elle savait que Frédéric n'y viendrait pas tout de suite. Il venait de commencer sa séance de yoga. Elle faillit crier sa joie lorsqu'elle vit les 2 traits. Elle revint discrètement avec le test qu'elle déposa bien en évidence dans le réfrigérateur. Puis elle rejoignit son mari pour la séance de yoga. Elle savait qu'ensuite, la première chose qu'il allait faire serait de prendre sa douche après avoir pris des sous-vêtements propres dans le tiroir de la commode. Son cœur se mit à battre plus vite lorsqu'il s'approcha du meuble. Allait-il remarquer l'indice qu'elle y avait glissé? Il ouvrit le tiroir, mais elle ne pouvait voir sa réaction car il lui tournait le dos. Puis il se retourna, avec une marionnette à la main, intrigué. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» l'interrogea-t-il. « Je crois bien que c'est une marionnette, dit-elle très sérieusement. Polichinelle, me semble-t-il. Pourquoi y a-t-il un polichinelle dans mon tiroir rétorqua-t-il illico. Tu as raison. Il devrait être dans le mien. Soudain, il réalisa. Un polichinelle dans le tiroir. Il la regarda les yeux si écarquillés qu'elle faillit éclater de rire. Elle se tenait à 1 mètre de lui. « Toi alors, lui dit-il en la soulevant de terre, tu ne feras jamais rien comme tout le monde. »« Franchement,
un polichinelle dans le tiroir. Mais c'est pour ça que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je suis toujours aussi raide dingue de toi. » Après un baiser fougueux, elle le poussa vers la salle de bain pendant qu'elle retournait s'occuper de Mélanie. Lorsqu'il entra dans la cuisine pour leur petit déjeuner, elle avait déjà préparé la table. Pendant qu'elle mettait la bouilloire en route pour préparer leur thé, Frédéric alla droit au réfrigérateur pour sortir la bouteille de lait. Inévitablement, il tomba nez à nez avec le test. « Tu craignais que le premier indice ne suffise pas ?» lui demanda-t-il en souriant. « Je préférais assurer. Et puis, il te fallait une preuve irréfutable. »« Évidemment, c'était indispensable, » dit-il en l'embrassant dans le cou. « Et quand doit arriver notre bébé ? La dernière fois, tu m'avais précisé la date. »« Vers le 5 septembre. Je serai en congé maternité fin juillet. Mais dans l'immédiat, il va falloir songer à la première écho pour dater ma grossesse avec certitude. » Il posa la bouteille de lait sur la table et l'enlaça de nouveau. Cette femme, sa femme, était ce qu'il avait de plus précieux avec sa fille. Depuis le piège que lui avait tendu son ex-femme, il avait pris conscience qu'il l'aimait au-delà de tout, inconditionnellement. Bien qu'Anna ait réussi à le faire douter d'elle, à tort, il n'avait cessé de l'aimer. Et il s'était rendu compte que sans lui, Valentine se laisserait complètement aller. Pendant 3 jours, elle n'avait rien mangé. Elle n'arrivait à rien avaler à part de l'eau, du café ou du thé. Elle n'avait pas non plus beaucoup dormi, à voir les cernes bleutées qu'elle avait sous les yeux lorsqu'il était rentré. Pendant quelques jours, elle n'avait pu dormir que s'il la tenait entre ses bras ou blottie contre lui. Elle avait fait des cauchemars pendant plusieurs semaines, se réveillait en pleurant, affolée s'il n'était pas à côté d'elle à son réveil. Même si après quelques séances avec une psychothérapeute, les choses s'étaient améliorées, si Valentine avait retrouvé sa joie de vivre, Frédéric préférait ne pas prendre de risques. Désormais, il évitait de partir plusieurs jours lorsqu'il devait aller à Paris. Il préférait prendre le train le matin et rentrer le soir. Une nuit loin d'elle était le maximum qu'il pouvait lui-même supporter. La jeune femme avait eu son échographie juste avant de partir pour les vacances de février, en même temps que la zone de Caen, où vivait la famille de Frédéric, pour Virginie, et également sa mère, qui était enseignante en lycée. Mélanie, qui était en maternelle, pouvait s'absenter, même si la zone de Rouen n'était pas en vacances. La date d'accouchement du 5 septembre avait été confirmée. Peu après leur retour de Val d'Isère, en mars, avait paru le roman d'Hervé Guibert, « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Ce témoignage poignant et dramatique sur le sida, l'amitié et la mort avait eu un retentissement énorme, comme cela avait été le cas pour la longue tribune du critique Jean-Paul Aron intitulée « Mon sida », paru dans le Nouvel Observateur le 30 octobre 1987. Les 17 et 18 mars avaient eu lieu les états généraux des personnes vivant avec le VIH, vivre le sida. Pendant ces 2 jours, au Bataclan, à Paris, des hommes et des femmes avaient partagé une expérience, celle d'être atteintes par un même virus, celle de vivre les mêmes bouleversements qu'opérait le sida dans leur vie quotidienne. Ces témoignages, faits dans l'émotion, la pudeur, mais aussi le désespoir, avaient été enregistrés, transcrits. D'autres étaient venus par écrit. Valentine n'avait pu s'empêcher d'aborder le sujet. Ces gens, elle les rencontrait lorsqu'elle était de permanence pour AIDS. Nous, les soignants, avons beaucoup de choses à dire, mais les personnes atteintes par le virus sont toutes concernées par l'épidémie. Qu'elles aient développé la maladie ou qu'elles soient seulement séropositives, leurs proches aussi. Ils vivent avec le virus au quotidien et ils savent mieux que quiconque ce qu'il leur faut pour mieux vivre. Ils ont le droit de décider de la prise en charge de leur maladie, y compris dans le choix des traitements médicaux qui leur sont proposés et l'élaboration des protocoles. Franchement, Val, les malades n'ont pas nos connaissances, donc en ce qui concerne le choix des traitements, ils n'ont pas voix au chapitre, avança Fabrice, un des internes. Il s'agit de leur corps, de leur vie.
Le rôle du médecin n'est pas que prescrire. Il doit informer son patient. Le devoir d'information ne date pas d'aujourd'hui. Mais si en 1947 il était écrit dans votre code de déontologie qu'un médecin doit s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision, on ne peut agir ainsi aujourd'hui. Même si les mises en cause de praticiens ou les patients estimés avoir été mal informés sont peu fréquentes, les choses changent. Les gens ne sont plus aussi ignorants, n'ont plus une confiance aveugle envers leur médecin. Il va falloir t'y faire, Fabrice. Et je suis certaine que dans nos pratiques en tant qu'infirmiers, nous aussi, nous allons devoir nous adapter. Frédéric était arrivé dans notre fête pour sa grande visite. Il avait tout entendu, mais était resté invisible et n'entra en souriant dans la salle de pause qu'à la fin de la diatribe de Valentine. Je vois que Val est encore en train de défendre ses idées. Rassurez-vous, elle est pareille avec moi. Mais je ne lui donne pas tort. Les patients ont des droits et les choses vont bouger dans les années à venir. Mais déjà, la Charte européenne du malade usager de l'hôpital, adoptée par le Comité hospitalier de la Communauté économique européenne en 1979, précise que le malade usager de l'hôpital a le droit d'être informé de ce qui concerne son état. Cette information doit surtout prendre en compte l'intérêt du malade. Elle doit surtout lui permettre d'obtenir un aperçu complet de tous les aspects médicaux et autres de son état, et ce, pour qu'il puisse prendre lui-même les décisions ou participer aux décisions qui peuvent avoir des conséquences sur son bien-être. Je l'avais oublié, cette charte, admit Valentine. Ça m'étonne de ta part. Cette charte rappelle aussi que le malade a le droit d'être soigné dans le respect de sa dignité humaine, ce qui exclut logiquement toute discrimination. Bien, ceci étant dit, si nous allions faire la visite. La suite des événements allait lui donner raison, puisque la loi numéro 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap allait éclaircir les choses et sanctionner notamment les employeurs tentés de ne pas embaucher ou de licencier une personne en raison de son handicap ou de son état de santé, comme pour les patients séropositifs. Seul le médecin du travail pouvait déclarer une personne apte ou non. Philippe, mars 1990. Depuis leur retour des sports d'hiver, Valentine n'avait pas revu Rudy, qui était reparti en tournée pour quelques dates. Elle l'avait néanmoins au téléphone au moins 2 fois par semaine. Et sans son partenaire préféré, elle se concentrait sur les chorégraphies travaillées en cours, secondant le plus souvent son amie Cécile, la professeure de modern jazz, qu'elle retrouvait aussi de temps en temps le samedi matin pour répéter avec elle des chorégraphies solo. Elle avait enfin réussi à inviter Rudy pour le 31 mars afin de faire la connaissance de son compagnon. Elle avait hâte de le rencontrer et Frédéric s'amusait de sa fébrilité. « Chérie, on dirait que tu vas recevoir le président de la République en personne. Pourquoi stresses-tu autant ? Rudy est mon meilleur ami, un frère pour moi, comme Pascal. Je veux faire bonne impression sur son ami. Je ne voudrais pas que Rudy ait à choisir entre son couple et notre amitié. » « Ça n'arrivera pas. Je ne vois pas pourquoi tu ne plairais pas à son compagnon. Tu es la personne la plus agréable à vivre que je connaisse. » « Tu n'es pas objectif. »« Peut-être, mais regarde autour de toi tous ceux qui te connaissent t'adorent. Par exemple, ma sœur et Nico. Ça a collé avec eux d'emblée. »« Tu as raison, comme toujours. »« Je t'aime, » répondit-elle en lui déposant un baiser furtif sur les lèvres. « Mieux que ça, » dit-il, en l'attrapant par la taille pour la serrer contre lui. « Je veux un vrai baiser, sinon je te garde prisonnière. »« D'accord, si tu t'occupes du bain de Mel. »« C'est du chantage, madame. » Finalement, je retire ce que j'ai dit. Je ne suis pas sûre que le copain de Rudy t'apprécie autant que... Elle lui coupa la parole en l'embrassant fougueusement, cherchant sa langue. Frédéric répondit à son baiser avec ardeur, et la caresse de ses mains vers ses hanches et ses fesses
déclenchèrent chez elle une salve de frissons. Elle mit fin à leur étreinte à regret. « Dommage, constata-t-il. »« Je suis d'accord, rétorqua-t-elle avec ce sourire qu'il aimait tant. Mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Et toi, tu dois t'occuper de Mel. » Il s'avoua vaincu et partit s'occuper de sa fille, pendant que Valentine finissait la préparation du dîner et dressait la table. Ils eurent même le temps de donner son repas à Mélanie avant que leurs invités arrivent. La fillette attendait que tonton Roudy soit là pour aller se coucher. Elle bondit quand la sonnette retentit. Elle était arrivée dans le vestibule avant sa mère, qu'elle laissa ouvrir la porte avant d'agripper les jambes de Roudy. « Onkel Roudy, ein Küsschen !» babilla la fillette, qui avait pris l'habitude de parler allemand avec lui, comme sa mère avant elle. « Ok, Liebling !» répondit-il en la soulevant de terre. Il entra dans l'appartement avec la petite dans les bras. Valentine tenait toujours la porte et sourit au compagnon de son ami. « Bonsoir, Philippe, dit-elle en lui serrant la main. « Entrez, ne restez pas sur le pas de la porte. Mélanie va l'accaparer un peu, mais nous allons la mettre au lit. » La fillette était toujours dans les bras de Roudy et venait de remarquer le nouveau venu. Elle fronça les sourcils avant de dire en français cette fois « C'est qui le monsieur ?»« Mélanie, das ist Philippe. Gib ihm einen Kuss. » La fillette darda ses yeux bleus hérités de son père sur Philippe. « Bonsoir, Mélanie, dit-il d'une voix douce. Tonton Roudy m'a beaucoup parlé de toi, et j'ai quelque chose pour toi. » Il lui tendit un bisounours. Roudy lui avait dit qu'elle en était folle et il lui en manquait un. « Je te présente Gros Taquin. » La fillette sourit aux anges avant d'attraper l'ourson et de prendre Philippe par le cou pour l'embrasser. Roudy la déposa enfin à terre pour serrer la main à Frédéric et lui présenter son compagnon. « Frédéric, voici Philippe. Philippe, je te présente Frédéric, le mari de Val. » L'un et l'autre marquèrent un très bref temps d'arrêt et Frédéric brisa le silence le premier. « Enchanté, Philippe. Soyez le bienvenu, dit-il en lui serrant la main chaleureusement. « Merci beaucoup de m'accueillir. » Valentine avait perçu les 2 ou 3 secondes d'hésitation de son mari, mais s'abstint de tout commentaire. « Bien, Mélanie, maintenant que tu as vu tonton Roudy et Philippe, au dodo. »« Je m'en occupe, chérie, dit Frédéric. Sers l'apéritif à nos invités. Juste le temps de lui raconter son histoire, et je reviens avec vous. Allez, Mel, tu dis bonsoir à Roudy et Philippe ?» La fillette gratifia l'un et l'autre d'un bisou. « Un câlin à maman maintenant ?»« Bonne nuit, ma puce, dit Valentine en embrassant sa fille sur chaque joue en la serrant contre elle, avant que Frédéric emmène l'enfant qui ne lâchait pas Gros Taquin. Lorsqu'il revint, Valentine avait servi l'apéritif au salon avec quelques antipasties et avait proposé à Philippe qu'il se tutoie. Elle tendit son verre à son mari. Ils l'avaient tous attendu pour trinquer. La jeune femme leva son verre. « À votre santé, à tous les deux. »« À votre futur deuxième, » répondit Roudy. Ce dernier n'avait pas vu sa meilleure amie depuis quelques semaines et avait des tas d'anecdotes de tournée à raconter. Frédéric les écoutait en souriant. Le regard de Philippe allait de l'un à l'autre, mais s'attardait de temps en temps sur le médecin, comme s'il quêtait quelque chose. Il parut à Valentine aussi calme que Roudy était extraverti. Elle lança la conversation sur le sujet du métier de Philippe, lui demandant en quoi consistait exactement sa profession de décorateur de théâtre. Il leur raconta donc qu'il avait suivi sa formation à l'ENSAT, à Paris, où il avait travaillé quelques années avant d'arriver dans la capitale normande. Il répondit patiemment au bombardement de questions de la jeune femme avant que les rôles s'inversent. « Et toi, Valentine, que fais-tu ? Roudy parle sans cesse de toi, de tes dons de danseuse, mais j'ai cru deviner que tu n'étais pas une danseuse professionnelle. » «
Je suis infirmière et je travaille dans le même service que mon cher et tendre mari qui, lui, est médecin. Oui, je sais maintenant que Frédéric est le professeur Hacheret. Vous vous connaissez? Dit Valentine étonnée en regardant son mari qui restait muet. Le professeur me suit depuis quelques mois. Je suis séropositive, Valentine. Et je te rassure, Rudy est au courant. Eh bien, cette première rencontre est particulière, mais Rudy t'a choisi, et donc, séropo ou pas, ça ne change rien pour moi. Bienvenue, Philippe. Je confirme, moi aussi, Philippe. Bienvenue chez nous et dans la famille, puisque Rudy en fait partie. Et, s'il te plaît, arrête de me donner du professeur Hacheret. Ici, c'est Frédéric. Merci de m'en avoir laissé parler moi-même. Quand je t'ai vu, j'avoue que j'ai eu tendance à paniquer intérieurement. Et que fais-tu du secret médical? Je n'en aurais même pas parlé à Val. Toi seul peux le révéler, et à qui tu veux. Maintenant, nous allons clore sur ce sujet, à moins que toi, tu aies envie d'en parler. Pour ce soir, ça suffira. Il y a des sujets plus gais, sans mauvais jeu de mots, conclut Philippe. Pendant le repas, intégralement italien, l'ambiance fut détendue et les conversations tournèrent beaucoup autour de la danse, de la musique, du théâtre, du cinéma et des voyages. Rudy finit par demander à Valentine de prendre sa guitare pour leur chanter quelques chansons. Elle ne se fit pas prier et enchaîna des tubes récents. Una storia importante de Ramazzotti, Crazy for You de Madonna, Take My Breath Away de Berlin, When Your Heart Is Weak de Cock Robin, True Love de Madonna, Saving All My Love for You de Whitney Houston, True Colors de Cyndi Lauper, avec Rudy faisant les chœurs, One More Time de George Michael et Never Tear Us Apart d'INXS. Frédéric était toujours sous le charme lorsqu'elle chantait accompagnée de sa guitare. Elle ne jouait que rarement du piano. Il ne l'avait entendue que 2 fois, lors de la fameuse soirée d'anniversaire à Val d'Isère et une autre fois chez des amis. Il se dit alors que ce serait une bonne idée de cadeau. Il était déjà 2 heures du matin quand ils se séparèrent, promettant de se refaire une soirée ensemble sans trop tarder.